Bien, bonjour à tous. On va démarrer ce webinar. Il est 11h33. Je crois que on a du monde qui est arrivé. D'abord, juste petit check technique. Est-ce que vous m'entendez tous correctement? Est-ce que vous me voyez tous bien? J'espère que oui. Voilà, vous me mettez un petit check dans le chat et je regarde. Oui, c'est parfait. Très bien. Bon, ben nickel. Normalement, j'ai une bonne connexion, donc ça devrait très bien marcher. On va passer un petit peu de temps ensemble aujourd'hui pour discuter euh, du sujet qui est les 5 capacités universelles pour naviguer dans l'inconnu, qui est issu de travaux, un de nos expériences qu'on a eues depuis 6 ans avec Steam, mais aussi de quelques expériences qu'on a eues récemment pendant la crise avec les observations qu'on a pu avoir là-dessus. La conférence s'appelle Rebondir. Je vais donc du coup parler en français. Les slides seront en anglais. Et du coup, normalement, vous devriez tous pouvoir suivre de cette manière-là. Donc voilà, on démarre. Quelques éléments d'abord qui sont des petites règles du jeu là pour que le webinar se passe correctement. Vous pouvez poser des questions en direct, hein, c'est un webinar qui est live, donc voilà, ce n'est pas une rediffusion. Vous avez donc un moyen dans Zoom qui est très simple pour poser des questions, qui est en utilisant le petit onglet qui s'appelle Q&R, questions-réponses. Si vous posez des questions là-dedans, c'est beaucoup plus simple pour nous parce qu'on peut les suivre à la volée. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ça, hein. Il y a 2 outils, le chat et Q&R. Utilisez Q&R quand vous avez une question et puis vous avez le droit de commenter dans le chat comme vous avez envie, si vous avez juste des remarques et vous n'attendez pas forcément de réponse de ma part. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ça c'est de vous à nous et puis moi vers vous pour essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu dynamique et puis vous gardez bien éveillé tout au long. Je vais vous poser des petites questions aussi, notamment des sondages. Donc, vous verrez popper des fenêtres. Voilà, n'hésitez pas à répondre. Vous verrez, c'est rien de très difficile. C'est pour faire en sorte qu'on soit bien en lien. Et puis, voilà, on compte sur vous. Pour ceux qui ont vu des webinars qu'on a fait pendant la crise, si vous avez vu celui que j'ai fait il y a 2 semaines dans une conférence qui s'appelle Saloon, eh bien, c'est le même. Donc, du coup, vous allez avoir des redites. Si vous aviez vu celui de Benjamin il y a quelques semaines, il n'y aura que 2-3 slides au départ qui seront les mêmes. Et par contre, toute la suite sera différente. Donc, je vous invite à continuer avec nous parce que vous aurez vu les avancées qu'on a eues pendant le Covid sur ces sujets-là. Voilà. Donc, ceux qui ont vu le webinaire, Benjamin, continuez avec nous. Ceux qui ont vu le mien de Saloon il y a 2 semaines, eh bien, vous avez déjà vu. Donc, si vous avez envie de revoir, continuez. Et puis pour les autres, ça va être nouveau. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ce qu'on va échanger ensemble aujourd'hui. Voilà pour les petites règles du jeu. Et donc, n'hésitez pas. Moi, pour ma part, vous allez voir mon regard aussi entre la caméra et un écran sur la gauche où je vois le chat et les questions-réponses. Donc voilà, donc, je ne suis pas en train de me déconcentrer, je regarde justement votre activité et les questions que vous me posez. Alors, quelques petits éléments historiques sur Steam et puis sur pourquoi on vous parle d'inconnu aujourd'hui. Euh, c'est important que vous ayez ces éléments-là en tête et puis quelle légitimité on a. D'abord, juste sur la création de Steam, on a créé Steam suite à une thèse que j'avais faite aux Mines de Paris et chez Safran Tchernavika. Et on a d'ailleurs mon tuteur de thèse qui participe à ce webinaire. J'ai eu le plaisir de le voir dans le chat. Sur lequel, en fait, à l'époque, on avait travaillé avec une équipe commando sur les moteurs à horizon 20 ans et qui avait donné lieu à des choses assez en rupture, très nouvelles, et qui nous avait permis de bien théoriser ce que ça voulait dire de naviguer dans l'inconnu pour une grande entreprise. Steam, pour ceux qui connaissent, est spécialisé sur ces sujets-là. Donc, Steam travaille avec des organisations de tout type sur des sujets de projets à forte incertitude ou dans l'inconnu. Et majoritairement, effectivement, on fait appel à nous sur des choses qui sont assez complexes et qui visent à faire du très nouveau, voilà, que certains appellent rupture, disruptif, breakthrough,
pour les anglophones. Voilà, donc ça c'est Steam. Et puis très récemment, donc pendant la crise, on a été mobilisé par le gouvernement pour travailler sur des sujets qui visaient à travailler sur une sortie de crise par des innovations et de la technologie. Et on a été très proche d'outils numériques qui ont été notamment développés et sortis là très récemment avec ces équipes-là. Et ça, c'est assez intéressant parce que vous allez voir, je vais faire tout le temps des analogies avec ce qui est en train de se passer justement, ce qui s'est passé pardon, au niveau du gouvernement pour essayer de comprendre ce que ça veut dire que jouer avec l'inconnu. Voilà. Alors, j'ai juste quelqu'un qui me dit qu'il ne voit pas mon visage. Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que les gens me voient? Oui, on te voit parfaitement. OK. Ouais, donc c'est bon. OK. Je continue. Donc, du coup, ça, c'était un petit élément de background pour comprendre pourquoi on va discuter de ces sujets-là. À qui ça s'adresse, le message? Alors, c'est assez large. Vous voyez, en gros, ces éléments et ces notions de navigation dans l'inconnu, elles peuvent aussi bien s'adresser à des entrepreneurs ou des freelances que à des personnes qui prennent des décisions, ce qu'on appelle des decision makers dans les entreprises, des cadres ou des politiques qui sont en général plus rares sur mes webinars, mais sait-on jamais, au vu de l'expérience qu'on a eue avec le gouvernement, effectivement, ces éléments-là peuvent être très intéressants et vous l'avez vu pendant la crise, les sujets autour de l'inconnu, eh bien, effectivement, font appel à pas mal de types de compétences et d'expertise. Alors, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est on va discuter rapidement de la notion d'inconnu. Alors, je ne vais pas rentrer dans des éléments théoriques, mais je vais juste vous donner quelques notions pour que vous arriviez à ressentir ce que ça veut dire que l'inconnu. Voilà, et on s'en tiendra à ça là aujourd'hui. La deuxième chose qu'on regardera, c'est pourquoi aujourd'hui c'est plus important que demain. Donc, on fera très rapidement une projection sur ce que ça veut dire que naviguer dans l'inconnu sur un horizon qui est peut-être au-delà de la crise. Voilà. Et troisième élément qu'on regardera, ce sera effectivement, donc c'est un peu le cœur de la présentation, les 5 capacités qui peuvent vous aider à analyser, diagnostiquer, vous, euh, votre aptitude à naviguer dans l'inconnu, que ce soit à titre individuel ou à titre organisationnel. Voilà. Donc, ces éléments-là seront traités là tout au long de la présentation. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions, j'essaierai de répondre soit à certains moments entre deux parties ou soit sur certains sujets. Alors, on va plonger dans l'inconnu, voilà, pour les parents, à l'instar de Elsa qui chante cette chanson dans son petit dessin animé. L'idée ici, c'est donc du coup de comprendre, là pendant la crise, on a beaucoup parlé de deux notions, à la fois incertitude et inconnu. Donc c'est des notions sur lesquelles on revient d'ailleurs dans un papier qu'on vous donnera en lien, qui détaille un petit peu ce que veut dire que naviguer sur ces deux sujets. Mais finalement, en fait, pour bien comprendre ce que c'est que l'inconnu, c'est intéressant de faire la différence entre ces deux notions. Alors, on va commencer avec un petit exemple de parapluie. Quand on parle d'incertitude, eh bien, finalement, on est plus proche de ce qu'on vit au niveau de la météo, quand typiquement vous vous informez pour savoir quel temps il va faire dans la journée, par exemple, avec une appréciation par rapport aux informations qu'on vous a données de la probabilité qu'il pleuve. Bon, eh bien, en fonction de cette information-là, en général, vous allez pouvoir utiliser et prendre à votre disposition soit un manteau, soit un parapluie. Et donc, du coup, vous allez avoir, en fonction de ce que vous avez fait, de votre action, un résultat qui est, par exemple, alors qui est effectivement est-ce que vous êtes mouillé ou pas, ou qui peut être est-ce que je suis content ou pas, qui est plus intéressant à regarder. Si vous voyez, par exemple, vous avez pris votre parapluie et qu'il pleut, ben, a priori, vous êtes plutôt content de la solution que vous avez privilégiée en fonction de la situation. Vous êtes content, comme le petit smiley. Si vous avez pris votre parapluie et qu'il fait soleil, ben, vous êtes peut-être un peu déçu parce que vous dites mince, je me suis travaillé ce truc-là alors que finalement, je n'en avais pas besoin dans la journée. Et puis, branche numéro 2, vous n'avez pas pris votre parapluie parce que vous avez joué les cow-boys.
Et puis finalement, il pleut. Là, vous êtes très mécontent parce que vous arrivez tout mouillé au travail. Et puis, s'il fait beau, vous êtes content de votre coup parce que vous vous dites, tiens, j'ai réussi, moi, je n'ai pas eu à prendre le parapluie. Voilà. Bon, voilà, de manière extrêmement simplifiée, une relation qu'on peut avoir à la notion d'incertitude en regardant les éléments météorologiques et puis un objet qu'on a à notre disposition et sur lequel on décide de manière binaire de le prendre ou de ne pas le prendre. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Maintenant, si on veut regarder la notion d'inconnu, qui est un petit peu différente dans la littérature, il faut donner une situation qui est un peu différente aussi et qui serait plutôt du type, on vous dit, aujourd'hui tu vas sortir de chez toi et il va t'arriver quelque chose d'inattendu. Voilà. Donc voilà ce qui ferait une situation plutôt d'inconnu. Donc on vous dit, il va vous arriver quelque chose d'inattendu aujourd'hui quand vous allez sortir de chez vous. Voilà. Et donc du coup, vous voyez bien à ce stade que vous avez des éléments qui sont du coup non connus par définition sur quel est l'événement auquel je vais faire face. Et la deuxième chose qui va être compliquée, ça va être de vous dire quel objet vous prenez dans la maison, sachant ce brief. Voilà. Et donc du coup, à ce stade, vous voyez bien que mon petit modèle de probabilité de tout à l'heure, il marche quand même vachement moins bien puisque vous n'avez, il y a deux éléments. C'est d'abord, vous ne savez pas si il vous suffit de prendre le parapluie ou le manteau qui est à votre disposition ou pas. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vous ne savez pas si, en fait, au final, vous pouvez prendre un autre objet de la maison ou pas. Et puis la troisième, c'est est-ce que finalement, il ne faudrait pas créer, inventer, concevoir un nouvel objet voilà, pour faire face à cette situation. Bon. Donc je prends quelque chose qui est très extrême. C'est assez rare qu'on fasse face à des types de situations comme celle-là, mais c'est juste pour vous montrer que, mine de rien, il y a une différence assez importante quand on parle d'incertitude et d'inconnu, même si dans la presse, souvent, il y a un mélange des genres qui est assez important. Voilà. Et c'est intéressant parce que pendant cette crise, pendant la crise du Covid, on a eu à faire face à des degrés d'inconnu qui sont beaucoup plus grands que ceux à quoi on a l'habitude de faire face au quotidien. Voilà. En général, quand on est dans une entreprise, on joue plus sur le modèle météorologique que sur le modèle d'inconnu, comme ce que je viens de vous raconter là. Voilà. Alors, la question maintenant, c'est de se dire pourquoi il faudrait prendre en compte de manière plus importante la notion d'inconnu dans les entreprises plus que d'habitude. Alors, la première question que je vais vous poser, et là je vous invite à répondre au sondage qu'on va vous mettre là sur votre écran, c'est finalement, de votre point de vue, si on regarde la situation d'aujourd'hui, hein, donc vis-à-vis du coronavirus, c'est à votre avis, pendant combien de temps on va être encore dans le brouillard? Ça, c'est la première question que je vous pose. C'est à votre avis, pendant encore combien de temps on va rester dans le brouillard vis-à-vis de la situation du Covid? Et donc, du coup, quand je parle de brouillard, c'est à la fois, pour faire simple, hein, à la fois au niveau sanitaire, santé, mais aussi à la fois au niveau économique, qui est plutôt là, en ce moment, ce à quoi on risque de se préparer. Voilà, je vous laisse encore une quinzaine de secondes là pour répondre au chat. Voilà. Je vois qu'il y a encore des participants. Alors, réfléchissez pas trop, hein, c'est pas une question piège. C'est juste pour prendre un petit peu la température. Regardez. Voilà. Alors, bien, on va vous afficher les résultats. Alors, du coup, Belmax, c'est sur 3 mois. Donc, OK. Donc, en gros, la plupart des personnes pensent que ça. Alors, il y en a qui pensent que ça ne s'arrêtera pas certain que ça s'arrête un jour, d'autres qui sont plutôt sur 3 mois. Alors, on est plutôt. Alors, le 1 mois, il est plutôt faible, mais on est plutôt étalé sur les différentes questions 33%, 27%, 18%. Donc, effectivement, on n'est pas tout à fait d'accord sur combien de temps on va rester dans le brouillard. Alors, effectivement, si vous regardez ce qui se dit côté sanitaire, et vous regardez certains articles, notamment celui de Thomas Puyot, vous voyez qu'effectivement, après la vague, il risque d'y avoir effectivement une période qu'on appelle la vague, a été nommée par certains
journalistes comme la phase du marteau, sur lequel il faut appuyer très fort pour venir à la normale. Et puis après, en fait, ce qu'ils disent, c'est finalement, on va avoir une phase de dance, et la phase de danse, en fait, c'est la phase de danse autour de 1 pour le R0, le taux de reproduction du virus. Voilà. Alors, niveau économique, on ne sait pas si on va avoir effectivement ce même type de vague, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'experts disent que dans de nombreuses industries, eh bien, on reviendra à la normale sur plusieurs années plutôt que quelques mois. Voilà. Alors, ce ne sera pas le cas probablement des industries sur les besoins primaires, mais des industries comme, par exemple, l'aéronautique, notamment en bout de chaîne sur les compagnies aériennes, eh bien, c'est pas sûr que d'ici 6 mois, on revienne à la normale. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est dire pourquoi c'est important l'inconnu. N'oubliez pas, c'était la question que je vous posais. C'est parce que finalement, là, dans les mois qui viennent, peut-être qu'on va avoir à y faire face un petit peu plus longtemps que ce qu'on pense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que ce type de crise pourrait survenir de manière plus fréquente. Donc, peut-être au niveau de la santé, mais on pense aussi à des crises, par exemple, de type écologique, qui pourraient peut-être impacter l'économie, comme ce qu'on a eu aujourd'hui avec le confinement dans l'ensemble du monde. Donc voilà, donc c'est juste pour dire pourquoi c'est important aujourd'hui de savoir un peu naviguer dans l'inconnu, parce que finalement, il est probable que les organisations, les entreprises aient à faire face à ça plus souvent, et donc du coup qu'elles aient à intégrer en interne dans leur organisation une manière de gérer l'inconnu. Voilà, donc c'est pour ça que c'est plutôt important. Alors, si maintenant, alors il y a Laurence qui dit: «Je ne comprends pas la courbe». Alors oui, alors je ne l'ai peut-être pas bien expliqué. En fait, la courbe, c'est le nombre de cas en vert qu'il va y avoir si jamais on applique le confinement, enfin qu'il y a eu, si, avec le confinement dans les pays qui ont appliqué le confinement. D'accord. Et à partir de là où il y a ma souris, cette droite ici, eh bien, effectivement, on a réussi à maîtriser le virus et son taux de reproduction. Et l'idée derrière, c'est de réussir à le garder en dessous d'un. Et les deux autres courbes, c'est si on fait rien, effectivement. En noir, c'est si par exemple on ne fait aucune mesure, comme ce que voulait faire par exemple au départ en Angleterre Boris Johnson. Et mitigation, c'est quand on est un peu entre les deux, c'est-à-dire on fait une forme de distanciation sociale, mais pas trop stricte, pas au sens de ce qu'on a vécu nous en France. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est rentrer un petit peu justement dans chacune de ces capacités dont je vous parlais au départ, et d'essayer de comprendre au final en quoi ça pourrait s'appliquer chez vous. Donc, les éléments que je vais présenter là vont effectivement s'appliquer de manière différente d'une organisation à une autre ou d'un individu à un autre. Et donc, du coup, il va falloir pour vous faire un petit exercice de projection en vous demandant finalement comment chez moi on peut l'appliquer de manière la plus efficace possible. Je vais vous parler du coup de ces 5 capacités-là. Il y en a une première qui s'appelle Crisis Trend Analysis, c'est-à-dire comment je suis capable de comprendre les grandes tendances qui vont apparaître pendant une période à forte inconnue. Donc là, ici, dite de crise. La deuxième, sur la gauche, c'est plutôt une capacité qui est plutôt autour de ce qu'on appelle creative exploration, c'est-à-dire comment j'arrive à proposer, générer des solutions qui sont adaptées à des scénarios que je n'avais pas l'habitude, auxquels je n'avais pas l'habitude de faire face. Le troisième, c'est comment je suis capable en fait d'apprendre beaucoup plus vite. Donc ça, c'est 3 éléments qui sont plutôt autour de choses qui nous sont chères, nous chez Steam, plutôt autour d'éléments de conception. Et puis le quatrième et le cinquième, qui sont plutôt autour d'éléments de collaboration, qui sont comment je communique différemment et comment j'arrive à travailler sur des modèles de collaboration qui ne sont pas les modèles que j'ai l'habitude d'avoir en général. Donc sur chacun des éléments, je vais essayer de vous donner des choses assez pratiques et puis revenir souvent à ce qu'on a vécu pendant la crise pour que ça soit d'actualité, mais qui pourrait s'appliquer à n'importe quel type d'événement.
Alors, je rentre dans le sujet avec premier élément qui est comment j'arrive en situation de crise à être au clair sur le bon signal, le bon élément qu'il faut que je regarde. Alors, d'habitude, quand on est dans une organisation, c'est assez simple. On va avoir des recommandations qui sont plutôt claires et donc en gros des tendances qui sont plutôt claires et qui, entre guillemets, j'exagère un petit peu, il suffit de suivre. Donc en gros, on va avoir, alors là vous voyez le patron de l'OMS qui dit par exemple, qui donne une reco, qui dit ben, vous devriez typiquement vous entraîner à peu près 150 minutes par jour, par semaine pour être en bonne santé. Voilà. Et tout le monde comprend très bien ce que c'est. Il n'y a pas de doute au niveau scientifique que ben, effectivement c'est important de le faire. Et donc du coup, tout le monde va plutôt suivre ce modèle-là. Quand on est en temps de crise, en fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir alors beaucoup plus de bruit, hein, au sens physique du terme, où on va avoir ben, finalement plein de gens qui vont avoir un avis sur des sujets donnés et plein de, pour faire le pendant dans une industrie ou dans une organisation, plein de tendances en fait qui vont émerger et qui sont plus ou moins importantes à regarder. Et donc, du coup, en fait, ce qu'il va falloir être capable de faire à ce niveau-là, c'est non plus de se dire c'est quoi les deux, trois grandes tendances en fait que je vais suivre cette année ou dans les années qui viennent, mais c'est plutôt être capable de se dire, ben, finalement, comment là aujourd'hui et quel outil je mets en place en termes organisationnels hein, dans mon entreprise pour être capable de savoir ben, finalement qu'est-ce qui est important. Et donc, du coup, pour ça, en fait, il faut passer d'une structure ou d'un modèle où vous étiez plutôt en mesure de vous adapter à des grosses tendances, ce qu'on appelle des méga trends. Par exemple, je sais pas, dans l'automobile, bah, il ne fait pas de doute qu'en ce moment, il faut travailler sur la voiture autonome. Il y a très peu de gens en ce moment dans l'automobile qui vous diraient euh, je, je, ne travaille pas sur la voiture autonome ou sur la voiture électrique. Ça, c'est ce qu'on appelle une méga trend. Okay. Maintenant, dans l'automobile aujourd'hui, vous voyez bien qu'effectivement, il va y avoir probablement des mouvements qui sont importants. Et donc, du coup, bah, il va falloir se poser la question de quelles sont les grandes tendances sur lesquelles, là, pendant cette situation-là, je vais vouloir investir. Donc ça, c'est la première capacité qu'il va falloir regarder, se dire, ben, est-ce qu'aujourd'hui, mon entreprise, hein, n'oubliez pas, hein, ce webinaire vous incite à diagnostiquer ce que vous êtes capable de faire à titre personnel ou dans votre organisation. Donc, c'est dire, mais qui chez moi, ou est-ce que chez moi aujourd'hui, je suis capable de regarder quelles sont les tendances et de miser sur les tendances qui sont les plus intéressantes. Donc ça, c'était la première capacité. La deuxième capacité qu'on va regarder, c'est une capacité qui, elle, est plutôt liée à l'exploration et on va la regarder sous un modèle probabiliste. En disant, ben, au final, en général, quand vous travaillez soit à titre personnel, soit dans des organisations sur une solution donnée, ben, vous avez un modèle d'espérance de gain où vous dites, ben voilà, mes gains, les gains que j'attends fois la probabilité d'avoir ces gains versus ce que je risque de perdre et ce que j'ai investi sont en général plutôt stables. Hein, donc, c'est plutôt certain que vous allez gagner et puis vous savez plutôt que les chances de perdre sont plutôt faibles. Donc, vous savez à peu près combien miser pour entrer dans les clous. Et donc, du coup, ce que vous allez être capable de faire en général dans une organisation, c'est miser de manière assez importante sur un élément. D'accord. Et encore une fois, je grossis le trait juste pour qu'on comprenne un petit peu ces éléments-là. Je ne dis pas que les entreprises ne misent pas sur plein de sujets, mais de manière générale, ça va être le modèle. Quand on est en crise, en fait, il va falloir se dire, ben, alors vous avez compris où je veux en venir, hein, on va diminuer effectivement la probabilité que j'ai de gagner, et puis j'augmente la probabilité d'échec. Donc, du coup, en fait, j'ai une espérance de gain qui est beaucoup plus incertaine que d'habitude. D'accord. Et donc, face à ça, finalement, ce qu'on va viser, c'est plutôt se dire, ben, comment, en fait, dans la situation que j'ai là, sur les tendances intéressantes que j'ai réussi à spotter, je vais réussir à augmenter les probabilités pour m'en sortir
si jamais c'est le cas, ou attraper des opportunités nouvelles si je considère que c'est un moment d'opportunité. Et donc, du coup, ce qu'on dit, c'est ben là, on va essayer de parier sur plusieurs chevaux. Alors, la différence, c'est que la métaphore ne marche pas complètement parce qu'il faut que les chevaux soient de types différents, mais vous voyez l'idée, il va falloir que vous regardiez dans votre organisation qui, en ce moment, est en train de travailler, penser des modèles, des solutions nouvelles sur les problématiques que l'on a. Et quand je dis les modèles, les solutions nouvelles, ça peut être à la fois sur vos offres, vos produits, vos technologies, hein, qui est une évidence, mais ça peut être à la fois aussi sur la manière de délivrer, les modèles logistiques, la manière dont vous faites la maintenance, la manière dont vous organisez le travail en interne dans l'entreprise, etc., etc. Hein, se dire, j'ai des incertitudes, et donc du coup, il faut que j'augmente les possibles. Et donc, pour augmenter les possibles, il faut que j'ai une activité créative. Donc, j'explore. C'est ce qu'on fait, nous, notamment, quand on utilise la méthode CK, ou avec la méthode CK, on va essayer de faire en sorte que vous ouvriez des champs possibles sur des sujets donnés. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième capacité qu'on va avoir et qui va être de se dire, ben, je vais passer d'un modèle où je suis très, très bon à optimiser ou à un modèle où il faut que je sois meilleur pour explorer, expérimenter. Et encore une fois, comme on vous le dit d'ailleurs en temps de non-crise, il ne s'agit pas de mettre toute la boîte, évidemment, sur des sujets d'exploration et d'expérimentation. Ce n'est pas du tout ça notre point. C'est juste se dire, est-ce que là, en ce moment, j'ai une équipe qui vise à faire ça, qui vise à travailler des solutions nouvelles ou avoir des solutions de backup sur les sujets que je suis en train de travailler. Voilà. Et en général, au vu des risques de se planter, d'avoir des solutions de backup, finalement, le coût n'est pas si important que ça. Voilà pour la deuxième capacité. La troisième capacité, elle est plutôt liée à ce qu'on va appeler la fréquence d'apprentissage. Et sur cette fréquence d'apprentissage, en fait, on va regarder deux choses. On va regarder à quel point moi je suis capable d'apprendre, donc à quelle fréquence moi je suis capable d'apprendre. Et la deuxième chose, c'est quels sont les rythmes de changement auxquels je fais face. Voilà. Donc ça, c'est un petit graphe qui est intéressant, qui peut marcher aussi beaucoup pour les personnes qui nous écoutent, qui sont liées aux activités d'innovation, qui se disent, ben, en fait, à quel rythme de changement je fais face dans mon écosystème, et au final, quels sont mes rythmes d'apprentissage en interne dans l'entreprise. Donc, quand on est dans une situation plutôt classique, eh bien, on va avoir au final ces deux courbes qui sont parallèles, et tant qu'elles restent parallèles, c'est tant mieux, et au pire, au final, on peut quand même s'adapter. Et puis, quand on va être en situation de crise, on va avoir cette notion d'exponentielle qui va rentrer en compte. Et cette notion d'exponentielle, euh, elle est intéressante parce qu'il y a un moment donné, en fait, où mais finalement, la courbe des changements va traverser la courbe de fréquence d'apprentissage. Et là, en général, c'est ce qui devient gênant. Mais ce qui est embêtant, c'est encore plus que le fait que les courbes se croisent, c'est le fait que la courbe de changement, c'est quand la courbe de changement elle est exponentielle. Comme ce qu'on a vécu un peu pendant la crise, où vous voyez d'habitude, ben, un gouvernement, il apprend tous les 6 mois ou à l'année, ou même sur des dispositifs scientifiques, on a des rythmes d'apprentissage qui sont de ce type-là. Là, vous l'avez vu, hein, on avait des rythmes d'apprentissage qui étaient de l'ordre de la journée, voire de l'heure pour certains sujets. Pour les équipes dans lesquelles on travaillait au niveau du gouvernement, on avait typiquement des points projets 2 à 3 fois par jour pour prendre en compte en fait tous les changements qui nous arrivaient dans la figure. Et donc, une fois que c'est dit, alors ça semble simple quand on le dit comme ça, mais ça veut vraiment dire que, en pratique, hein, pour être très pratico-pratique, ça veut dire que si d'habitude, en fait, mettons une direction générale se voit toutes les semaines ou tous les mois pour traiter certains sujets, dans des situations de crise, si on est face à des changements exponentiels, il ne s'agit pas de juste se voir un petit peu plus. Il s'agit par exemple de passer de on se voit à l'année, on se voit au mois à on se voit à la journée ou on se voit à plusieurs fois par jour. Et donc du coup, ça c'est la même chose si vous êtes en train de travailler sur des projets. Parce que la notion d'exponentielle, elle est souvent surprenante et le cerveau humain, en fait, si vous voulez, il a souvent du mal à comprendre ce que c'est que l'exponentielle. Un petit exemple qui est souvent donné, notamment dans le monde, pour les plus écologistes d'entre vous, vous avez souvent cette parabole qui est donnée qui s'appelle la parabole du nénuphar. Alors la parabole du nénuphar,
elle est assez connue, hein. Je n'essaye pas de vous faire une nouvelle devinette, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas facile. Elle dit la chose suivante, vous avez un étang, et dans cet étang, vous avez un nénuphar, d'accord. Et tous les jours, en fait, le nombre de nénuphars, la quantité de nénuphars dans l'étang va doubler. Voilà. Et voilà. Mettons que le 50e jour, la totalité de la surface de l'étang soit recouverte de nénuphars. La question que je vous pose, c'est, vous pouvez d'ailleurs répondre dans le chat, mais c'est très facile, c'est au bout de combien de temps la moitié de la surface de l'étang a-t-elle été recouverte? C'est-à-dire au combienième jour a-t-elle été recouverte? Voilà. Et en général, voilà, soit si vous l'avez entendu, soit si vous faites vite fait le calcul et vous ne faites pas piéger, vous dites 49. Évidemment, c'est 49. Mais ce qui est important, et c'est là que c'est pour ça qu'elle est intéressante, cette parabole du nénuphar, c'est que notre cerveau a envie de dire 25. Hein, spontanément, en quelques secondes, on a envie de dire 25. Alors évidemment, on réfléchit une seconde de plus et on dit 49. Parce que finalement, c'est assez compliqué pour notre cerveau de se dire que ben, finalement, au 49e jour, j'ai que la moitié de la surface qui est remplie. Et puis, en fait, le jour suivant, ben, c'est la totalité. Et donc, du coup, quand on parle d'exponentielle et des courbes qui se croisent de manière exponentielle, c'est à ça qu'on fait face. Et souvent, dans le monde de l'innovation, on utilise cette parabole pour dire, mais attention, quand vous vous rendez compte que c'est trop tard, c'est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Voilà, c'était mon petit exemple de la parabole sur ce sujet-là. Donc ici, pour être pratique, hein, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes sur une situation d'inconnu, donc mettons que vous soyez par exemple l'équipe en charge de gérer la situation de crise, eh bien, il va y avoir des rythmes à mettre en œuvre et à mettre en place qui sont très différents en fait des rythmes classiques que vous avez d'apprentissage sur votre business classique. Voilà. Donc, à retenir ici. Sur la quatrième capacité, la quatrième capacité, elle est plutôt sur la communication. Donc, on l'a vu, ça a été un gros problème en fait au niveau du gouvernement. Alors maintenant, je pense qu'ils sont beaucoup plus adaptés à ce type de sujet, mais grosso modo, vous l'avez vu en fait sur les masques, où en fait on a fait porter des problèmes logistiques et de stock sur des sujets scientifiques et sanitaires. Et il y a eu un peu un mélange des genres et des organisations, et ça a donné le petit couac que vous voyez là à l'écran. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment de leur faute à eux? J'en sais rien. La question n'est pas de faire un procès après coup, c'est toujours très facile, mais de dire, ben, finalement, il y a deux petits principes assez simples qui sont à faire et à garder en tête quand on est dans une situation de crise, qui sont les deux éléments suivants. Le premier élément, c'est de dire sur chaque décision qu'on prend, quel est le niveau d'incertitude. Effectivement, pour garder la confiance avec les collaborateurs qu'on va avoir à la fois dans l'entreprise, mais ça peut être aussi les parties prenantes en externe, vos clients, etc., c'est de dire, ben, en fait, je prends cette décision-là ou je pars sur cette voie-là, mais finalement, je vous dis qu'on a ce niveau d'incertitude-là. Les gens qui travaillent en R&D sur les technologies ont l'habitude de manipuler ce type de sujet-là, par exemple avec ce qu'ils appellent les readiness levels sur les technologies. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à manipuler quand on parle de business plan, quand on parle de décisions stratégiques, parce qu'on a l'habitude de communiquer sur une décision dont on est sûr et certain. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est de dire ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, ben, en fait, je ne prends pas de décision parce que je ne sais pas ça et on n'est pas encore au courant de comment ça va se passer, ou je prends une décision sachant cet inconnu-là. Voilà. Et oui, effectivement, David, il y a aussi les MRL pour la partie business, marketing readiness level, mais qui sont beaucoup moins diffusés dans les entreprises que les TRL, qui sont des règles assez bien établies, notamment dans le monde de l'aéronautique. Donc voilà, donc quel est le niveau d'incertitude que vous avez et quel est l'inconnu que vous avez lié à une décision? Plus vous allez être transparent et clair, plus ça va être simple pour vous de collaborer dans des situations de ce type-là. Et donc du coup, il faut surtout éviter la vignette de gauche. Et donc du coup, ça veut dire apprendre à communiquer dans l'inconnu. La cinquième et dernière capacité qui est intéressante à regarder, c'est de dire, ben, finalement,
ce que fait ce type de crise sur certains sujets, c'est qu'elle va mettre en incapacité certaines parties de votre organisation. Ça peut être au niveau logistique, hein, ça peut être au niveau de la pro, ça peut être au niveau du marketing, voilà, dans les retail stores par exemple, pour ceux qui en ont. Et donc du coup, en fait, il s'avère que vous allez devoir avoir à faire face à des sujets qui vous mettent en incapacité, au sens où vous n'aurez plus forcément les bonnes compétences et les bonnes structures pour travailler sur ces sujets. Donc vous allez ici, en fait, profiter, parce que je pense que c'est une opportunité, de ces situations-là pour vous dire mais comment je peux reconstruire en fait mon réseau de partenaires pour pouvoir répondre aux situations auxquelles je vais faire face et aux opportunités que je vais avoir. Et donc, du coup, ici, l'idée, c'est de se dire, ben, en fait, je vais avoir des situations où il va peut-être falloir que je repense mon réseau from scratch. C'est le cas, par exemple, de la production de technologies sanitaires qu'il y a eu à Grenoble, où plusieurs partenaires, certains pour la créativité, d'autres pour la mise en échelle, d'autres pour les technologies comme le CEA, se sont mis ensemble pour pouvoir produire à très très grande échelle en fait des masques, typiquement ici que vous voyez sur la photo, sur ces différents sujets. Et donc là, ici, de la même manière, il faut que vous regardiez dans votre organisation comment vous êtes capable d'aller chercher en fait des types de partenaires nouveaux sur les sujets qui sont les problématiques que vous pouvez avoir. Voilà, donc si je fais un petit résumé là, de ces 5 capacités que je vous montre de manière très macro, hein, je ne rentre pas dans les détails ici, l'idée ce n'était pas de vous donner encore les outils, hein, je reviendrai dessus juste après, mais c'était plus de manière macro de se dire comment je peux analyser si là en ce moment mon organisation elle est adaptée à une reprise ou une sortie de crise à laquelle on a fait face. Et donc du coup je vous ai donné 5 capacités, je les résume ici rapidement. Vous avez une capacité, une qui dit attention, il y a beaucoup plus de bruit et les mégatrends, elles sont soit cachées sous du bruit, soit il va falloir identifier lesquelles elles sont. Et donc, du coup, de savoir qui, hein, parce que concrètement, il faut des gens derrière, qui fait ça dans votre entreprise et comment ces nouvelles trends sont remontées et comment vous les analysez. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Je vais vous montrer un élément juste après là-dessus. La deuxième chose, c'est une fois que j'ai identifié en fait les sujets qui sont intéressants, c'est m'assurer que je ne pars pas bien en tête sur un modèle comme j'ai montré là sur le poker, là, de all-in comme tout à l'heure, mais plutôt j'ai une activité où je vais essayer de proposer différents types de solutions en me disant, ben, vu que je suis dans l'inconnu, je ne suis pas sûr de ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher, et donc du coup, j'augmente mes possibles. D'accord? Donc là, je vais créer des éléments nouveaux. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, par exemple, avec des méthodes comme CK, que nous, on utilise, mais vous pouvez utiliser aussi d'autres méthodologies si vous en avez d'autres. Le troisième élément, là vous allez bien le retenir, c'est la parabole du nénuphar. Attention à ne pas réagir trop tard et attention à faire en sorte que vous ayez les bonnes instances pour être capable d'apprendre à la vitesse des changements que vous allez avoir dans votre écosystème. Et attention, vous l'avez vu aussi pendant la crise du Covid, peut-être que certaines semaines, il va falloir avoir des modèles d'apprentissage qui sont très serrés, avec des rythmes qui sont très courts. Peut-être qu'à d'autres périodes, en fait, vous pouvez relâcher la pression et respirer et absorber ou regarder en fait ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc ça, c'est le troisième élément. Donc, si c'est des solutions nouvelles, d'autant plus. Quatrième élément, c'est de dire, ben, en fait, je travaille des solutions nouvelles, j'ai une forme d'incertitude. Et donc, du coup, comment je montre ce degré d'incertitude aux collaborateurs que j'ai et comment j'admets, je reconnais les inconnus qui me restent. Et le cinquième élément, c'est accepter le fait qu'il faille probablement, sur plein de sujets, reconstruire votre réseau de collaboration parce que vous allez avoir des éléments qui sont plus ou moins transformants pour vos compétences, votre expertise. Donc ces 5 éléments-là, ils vous permettent d'être un petit peu au clair sur ben, où vous en êtes. Et donc du coup, nous, effectivement, ce qu'on vous propose de regarder, c'est que vous analysiez un petit peu votre entreprise en vous disant, ben, finalement, chez nous, où en est-on en fait sur ces 5 capacités et je vous laisse en fait avec l'expertise que vous avez de votre industrie regarder sur laquelle vous devriez plus ou moins être performant. Il y a peut-être des entreprises, je ne sais pas, le nucléaire ou l'aéronautique, où vous allez avoir des rythmes de transformation qui sont probablement différents de personnes qui nous écoutent là, qui sont dans l'industrie du retail.
ou dans la grande consommation. Donc évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes types de transformations ou de perturbations selon les entreprises, mais ces capacités restent d'une manière générale universelles et sont adaptées à votre boîte. Voilà. Donc j'en ai fini pour ces éléments-là. Je vous invite donc à regarder ces sujets-là. Je vous fais un petit sondage juste pour regarder. Donc là, vous avez une pop-up normalement qui s'ouvre sur votre écran pour regarder de votre point de vue sur quelle capacité vous êtes le plus loin, en fait. Hein, sur quelle capacité vous vous dites, ben, je vais avoir du boulot parce qu'on n'est pas encore au niveau chez nous. D'accord. Quelle capacité vous considérez que vous n'êtes pas encore au niveau et vous auriez à beaucoup travailler sur ces sujets-là. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre au sondage et que vous me disiez, que je vois un petit peu les sujets sur lesquels vous n'êtes pas encore, enfin vous considérez que votre entreprise n'est pas encore au top. Voilà. Tac. Alors il y a capacité 3 qui semble voir le jour. Je vous laisse encore quelques secondes. Ok. Alors, si là, on vous présente le résultat du sondage, voilà, vous êtes plutôt sur High Frequency Learning. Donc, effectivement, surtout là en ce moment, alors j'avais fait, je vous ai dit, alors ça évolue vite, mais la preuve, même pour les webinaires, j'avais fait ce petit sondage il y a 3 semaines. Et il y a 3 semaines, la capacité numéro 1 était la capacité qui ressortait majoritairement, qui était Crisis to Analysis, puisque voilà, il y avait beaucoup de bruit encore plus que maintenant il y a 3 semaines. Et là aujourd'hui, bah, de ce que je vois sur les sondages, même si c'est des sondages sur une population qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de personnes, on voit que c'est plutôt effectivement high frequency learning. Donc du coup, vous posez la question de ben, en fait, comment là mon organisation va absorber les apprentissages que l'on va avoir à travailler là sur les mois qui viennent. Ok, ben merci pour ça. Donc, du coup, vous avez ces éléments-là qui vous ont été affichés. Si maintenant on prend quelques. Vous avez. Le sondage n'est pas passé quand on est sur WebApp. Ok, bon, ben, tant pis, Quentin. On essaiera de voir ça pour la prochaine fois. Maintenant, si vous avez quelques questions, là, je suis assez preneur. Donc, il y en a qui ont déjà été postées dans la partie Q&R. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poster. En attendant que là, vous posiez vos questions, je vous montre quelques éléments que vous pourrez télécharger. On va vous mettre dans le chat le lien d'ailleurs. Pour la partie 1, la capacité sur Crisis Trend Analysis, on a effectivement créé ce radar, alors que vous voyez en tout petit là à l'écran, mais que vous pourrez télécharger, qui est décomposé en 2 phases. Une phase qui est plutôt tous les changements physiques que je vais avoir sur mon organisation, manière de travailler, delivery, logistique, production, etc., à plusieurs niveaux, pendant la vague, après la vague, puis dans ce qu'on appelle le new normal, et puis des éléments plus métaphysiques. Les gens ont plus envie de travailler pareil, il y a des impacts environnementaux qui sont beaucoup plus présents en fait sur les sujets, les impacts sociétaux et sanitaires sont plus aussi présents sur la gouvernance d'entreprise, etc. Et donc du coup, on vous permet avec ce radar de mesurer où vous en êtes dans votre entreprise. Donc voilà, donc là vous pouvez, voilà, de manière c'est offert. Vous pouvez de manière gratuite soit télécharger au lien qui est là dans le chat, soit nous envoyer un mail après le webinar et puis Anne vous enverra le template sans problème et on pourra vous l'envoyer selon les versions en Google Slide, en PowerPoint, voilà, en PDF, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, je prends quelques questions. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, Alain Philippe, oui, dès lors que l'on rentre dès lors qu'on a mis une hypothèse sur l'inconnu, ne rentrons pas dans le domaine de l'incertitude. Effectivement, quand on commence à poser des solutions et sur l'action que l'on va avoir, en fait, quand on va travailler sur certaines solutions, effectivement, à partir du moment où on pose une on pose une phrase de manière très concrète sur un sujet qui est en fait une hypothèse. À partir du moment où on va poser un certain nombre d'éléments qui me permettent d'écrire la situation que je vais avoir, effectivement, je vais plutôt utiliser le monde de l'incertitude pour pouvoir définir quelle est la probabilité que j'ai sur
sur ce sujet-là. Donc effectivement, la frontière entre les deux, alors déjà, elle n'est pas facile à définir. C'est pour ça que je disais, je sépare bien de manière très binaire les deux mondes, mais effectivement, à partir du moment où on commence à manipuler quelque chose, on rentre tout de suite dans le monde de l'incertitude. Donc c'est une très bonne remarque, c'est même pas une question pour moi, puisque c'est juste. Donc ensuite, il y en a une deuxième question qui est comment gérer les principes qui sont aujourd'hui au cœur des entreprises en France. Risque zéro pour les employés, principe de précaution, incompatibilité avec la prise de risque liée à l'inconnu, sans tomber dans l'inaction et la paralysie ou sans mettre en danger la santé de l'entreprise. Alors, donc ça, c'était une question qui avait été posée au départ. Alors, je ne sais pas si le webinaire y a un peu répondu. Donc nous, en fait, ce qu'on dit là, notamment ce qu'on a proposé au gouvernement pendant la crise, c'était de mettre en place ce qu'on appelle des creative war rooms, donc qui sont en fait des entités dans l'entreprise qui sont en charge de l'inconnu. C'est-à-dire, en fait, comme c'est souligné par ce participant-là, l'entreprise déteste l'inconnu, malheureusement, mais parce que c'est très embêtant en fait, pour les processus, pour la mesure, l'inconnu est très perturbateur. Bon. Et donc du coup, nous, ce qu'on dit, c'est plutôt que de nier l'inconnu, c'est on va inscrire dans l'organigramme de l'entreprise une structure qui fait l'inconnu. Alors, souvent, c'est pris par ce qu'on appelle les entités d'innovation, mais qui, elles, étaient plutôt jusqu'à maintenant, qui travaillait plutôt le moyen-long terme. Il y a quelqu'un chez nous, Colette, qui dit, en fait, hors crise, vous travaillez plutôt le moyen-long terme, vous, responsable, directeur innovation. Et en fait, pendant la crise, là où les dirigeants gèrent la semaine, vous avez géré plutôt le mois. Et en fait, quand vous commencez à gérer plutôt le mois, ça veut dire que vous êtes une entité qui est en train de plutôt gérer ces notions d'inconnu. Et vous n'êtes plus forcément que sur le produit. Vous pouvez très bien, on peut très bien faire appel à vous en vous disant on a un problème côté logistique, il faut que vous nous trouviez des solutions. Voilà. Et donc, pour moi, la réponse c'est reconnaître que on fait face à l'inconnu et avoir des organisations dans l'entreprise qui le font. Et si vous êtes seul, si vous êtes freelance, vous n'allez pas avoir une organisation qui le fait. Ça veut juste dire quel est le pourcentage de mon temps que je consacre à gérer des choses qui sont plus inconnues, plus incertaines que d'habitude. C'est vraiment comme ça que vous pouvez le voir. Voilà. Et si je ne réponds pas bien à la question, vous avez le droit de reposer une question en disant c'est pas clair. Vous avez. Voilà. Alors ensuite. Est-ce qu'en résumé, on peut dire que l'inconnu est un manque de définition du problème? Non, on ne peut pas tout à fait dire ça. On ne peut pas tout à fait dire que l'inconnu est un manque de définition du problème. L'inconnu ne dépend pas que du problème, parce que vous pouvez avoir un problème qui est très très bien défini, mais qui fait appel à plein d'inconnus. Je ne sais pas, je veux aller coloniser Mars, ou comment aller coloniser Mars pour faire ce genre de problème. Voilà, est très bien défini. Est-ce qu'il y a plein d'inconnus autour de ce sujet-là? Oui. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur les solutions qu'on va privilégier? Oui aussi. Donc du coup, ça ne dépend pas de la problématique ou de la manière de la poser. Voilà. La notion, alors Antoine dit, la notion d'incertitude qui a été présentée ne se rapproche-t-elle pas de la notion d'impossibilité de décider parmi un ensemble fini de possibilités? Oui, alors d'une certaine manière, oui. C'est vrai qu'en fait, dans la manière dont on le pose nous, et ça c'est un peu notre prisme conception, c'est que on va parler plutôt nous là d'incertitude effectivement sur la manière dont on le pose quand on a un ensemble de choix finis, hein, comme si vous disiez je veux choisir un bon film à aller voir ce soir, sachant les goûts de mon compagne, ma compagne, sur un sujet donné. Et donc, du coup, vous allez avoir effectivement une base qui est finie et vous allez essayer d'attraper le truc qui correspond le plus possible à son choix. Et donc, effectivement, si on regarde ça comme ça, on a une base de solution qui est finie et l'inconnu arrive beaucoup plus fortement quand finalement, on pourrait dire, c'est un exemple qui est d'ailleurs donné beaucoup par Armand Hatchwell, tiens, créer une surprise partie pour ce soir. Et créer une surprise partie pour ce soir, on voit que ça fait appel à une inconnue qui est plus importante. Et donc, effectivement, dans la manière dont on l'a présenté, oui, c'est vrai, Antoine, on limitait le sujet sur un ensemble fini avec notre exemple du parapluie. C'est très juste. Alors, est-ce que l'inconnu peut être présenté comme un monde avec uniquement des questions ouvertes? C'est une bonne question. Il faut que je réfléchisse 2 secondes.
Est-ce que l'inconnu peut être présenté comme un monde avec uniquement des questions ouvertes? Alors, ça dépend comment vous regardez ça, selon les théories. Alors, il n'y a pas beaucoup de. Alors, c'est assez marrant, il n'y a pas énormément de littérature sur l'inconnu. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas énormément. Et selon les théories que vous allez regarder, vous allez avoir des gens, des théoriciens qui vont plutôt vous dire, bah, en fait, euh, on est dans l'inconnu quand on ne sait pas décider. Voilà. Et donc, ça va être un premier élément. On ne sait pas décider, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si le chemin A, il est vrai ou faux. Et qu'il y a un premier élément de réponse. Et donc, du coup, c'est une moitié de réponse pour vous parce que je ne sais pas faire le lien complètement avec cette notion de question ouverte. Pour ne pas dire de bêtises, il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Voilà. Donc, ça sera ma réponse pour Laurence. Euh, Avez-vous essayé d'utiliser le radar pour chercher des opportunités, pas juste maturity, readiness level assessment? Pourquoi creative résilience? Alors, bonne question, Yael. Et alors, Yael, avec qui on a écrit un article qu'on vous partagera aussi dans le chat, on vous partagera le lien dans le chat sur ces sujets qu'on a travaillé avec le gouvernement. Pour le moment, non, on ne l'a pas testé sur ce sujet-là et je suis très ouvert avec soit toi, Yael, soit certains participants au webinaire à essayer de l'utiliser de manière plus ouverte sur des sujets de recherche d'opportunités. Pour le moment, effectivement, on l'a beaucoup plus analysé, on l'a beaucoup plus utilisé sur un modèle de diagnostic, ce radar, et qui était plus adapté à la sortie de crise parce que les gens étaient plutôt en train de se demander ce qui va se passer et on n'avait pas envie de faire comme ce qui est en train de se passer dans le monde des sciences en ce moment, dire en fait on va être celui qui va faire la meilleure tendance que les autres, plutôt regarder où vous devriez creuser. C'était plutôt comme ça. Et donc du coup, ouais, prochaine étape, c'est ce que tu proposes là, Yael. Et Stéphane, ouais, alors effectivement, donc Stéphane il dit voilà, la capacité 3 relève de capacité dynamique. Alors effectivement, donc on devient assez théorique là, mais Stéphane est un bon connaisseur des sujets d'innovation apparemment. Donc effectivement, la capacité 3 relève de capacités dynamiques qui sont assez largement apportées dans le monde académique par ce qu'on appelle absorptive capacity, disruptive capacity. Donc effectivement, dans les théories des organisations, on va regarder en fait effectivement à quel point une organisation est capable, pour faire très très simple, de renouveler, de changer ses routines. Voilà. Et c'est vrai, et c'est très juste, ce monde-là, Stéphane, est un monde qui est un peu comme les gens en macroéconomie, qui regardent de manière très macro en fait ce monde des organisations et descendent assez peu dans la pratique. Et si on veut descendre un peu plus dans la pratique, là où il faut aller chercher des éléments qui sont plus intéressants, c'est dans le monde entrepreneurial. Il y a de la littérature sur ces sujets-là, mais il y a aussi beaucoup d'éléments pratiques sur, finalement, notamment dans les accélérateurs, par exemple chez Y Combinator, etc., sur comment je fais en sorte d'augmenter ma fréquence d'apprentissage avec des métriques claires sur, à la semaine, finalement, par exemple, combien de contacts clients j'ai eu, qui sont des métriques qui sont très claires. En fait, plus j'ai de contacts clients, plus je considère que je suis en train d'apprendre. Plus j'ai d'événements différents dans ma semaine sur un sujet donné, sur une tech donnée, plus je considère que je suis en train d'apprendre. Ça, c'est des premiers éléments. Et en termes très pratico-pratiques, parce que je voulais essayer de le rester un petit peu dans le webinaire, je vous disais, c'est typiquement être capable de se dire est-ce qu'on se voit assez, est-ce qu'on se voit assez souvent pour travailler sur ces sujets-là. Voilà. Et donc, du coup, ça peut être des choses qui sont aussi simples que ça, c'est les fréquences qu'on a à se voir pour prendre du recul sur ce qu'on est en train de travailler. Voilà. Et alors, tac, 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 question de Nicolas, différence entre gestion de l'inconnu et gestion du changement au sein de l'entreprise. Votre méthode pourrait-elle s'appliquer? Là, on est très lié gestion de l'inconnu. Il y a forcément de la gestion du changement qui est impactée derrière, mais là, dans le discours, on est beaucoup plus orienté sur des choses qui sont un peu plus amont que des conduites du changement à aborder et qui sont utilisées notamment par les grandes entreprises de conduite du changement. Donc, pour le moment, je ne mélangerai pas les gens, même si effectivement, ces mondes sont assez connectés. Voilà. Et Quentin, alors oui, Quentin, du coup, ça va un peu dans le sens de la question de juste avant, qui était, vous avez assez peu parlé d'organisation agile, de test and learn.
Et quand je parlais du monde entrepreneurial, hein, le monde de l'agile, enfin, ça a été bien, comment dire, cristallisé avec un manifesto qui est apparu en 99, je crois, le Agile Manifesto. Effectivement, euh, apporte des clés de réponse à qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des vitesses d'apprentissage plus rapides. Et donc, du coup, effectivement, quand je parlais de méthodes entrepreneuriales, c'est aussi des méthodes qui sont utilisées, enfin, c'est des méthodes qui, donc l'agile, viennent du monde du développement, hein, en sens informatique, mais qui sont aussi beaucoup prises dans le monde entrepreneurial parce que les startups sont très souvent liées à des éléments digitaux tels qu'on les connaît. Et donc, du coup, effectivement, les éléments autour des méthodologies sur le test and learn et les éléments sur l'agile sont des éléments à regarder de près si vous avez envie de faire monter en capacité votre entreprise sur ce que ça veut dire que d'apprendre plus vite. Attention à l'agile, notamment dans les industries lourdes, c'est souvent très compliqué à appliquer tel quel. Hein. Vous avez souvent beaucoup de consultants qui vous disent « Ah, ben on va faire de l'agile partout ». Faire de l'agile tel que c'est fait dans le monde du développement, calqué tel quel sur une boîte qui fait voilà, des moteurs d'avion, puisque bon, c'est le cas par exemple d'Antoine, c'est pas si simple. Voilà, c'est pas impossible, mais il faut prendre les principes et voir comment on les applique derrière. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour des questions. Il me semble, sauf s'il y a quelqu'un qui hurle dans le chat ou dans le Q&A et qui me dit non, non, il y avait la mienne et tu n'y as pas répondu. Et donc, du coup, si c'est bon pour vous, ce que je pourrais faire, c'est pour ceux qui veulent nous envoyer un mail. Là, vous avez nos mails en bas. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de plus d'éléments. Et pour ceux qui souhaitent télécharger le radar ou aller plus profondément en termes théoriques, vous avez l'article, mais qui est très théorique, hein, ou les éléments autour du radar que vous pouvez télécharger, jouer avec et nous faire vos feedbacks. Et pour Philippe Georges qui pose une dernière question ici, nous, effectivement, sur nos approches méthodologiques, donc on a des approches méthodologiques qui sont très liées au sujet d'innovation de rupture et qui font appel à ce qu'on appelle la méthode CK. Et si vous êtes intéressé, on pourra revenir derrière dessus avec vous. On pourra prendre un petit rendez-vous pour en discuter avec grand plaisir pour aller plus loin et pour voir finalement comment on arrive à créer des solutions nouvelles dans ce type de situation. Voilà, donc du coup j'en ai fini de ce webinaire. On vous envoie des références, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous le souhaitez. Et puis voilà, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, n'hésitez pas à le relayer à d'autres. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait connaître et qu'on grandit. Merci beaucoup d'avoir passé cette petite heure avec nous. C'est pour nous très riche d'avoir ces interactions, voilà, même en période de déconfinement. Merci à vous et bonne journée.